Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Ça fait plaisir de voir une salle comble. On va parler, pour faire original, on va parler de LLM, mais peut-être un petit peu différemment d'autres talks que vous avez pu voir, puisque je vais essayer de vous parler de quelle manière on pourrait ne pas utiliser les providers classiques pour faire tourner des LLM et les faire tourner sur notre laptop. Parce que finalement, on se retrouve avec des machines qui sont extrêmement puissantes, qu'on sous-utilise, et c'est un peu dommage de ne pas les utiliser. Je suis Vincent Heuchling. Certains me connaissent déjà ma voix puisque j'ai le plaisir depuis un petit paquet d'années d'enregistrer un podcast qui s'appelle le Big Data Hebdo. On a enregistré, on viendra juste après, 217 épisodes en une dizaine d'années. Et mon métier, c'est d'accompagner des clients. Je suis indépendant et je leur dis toujours, j'ai essayé d'imaginer avec vous et de concevoir et d'implémenter les plateformes et data et IA qui vont changer votre business. Je fais ça depuis 2012. N'hésitez pas à me suivre. Le Big Data Hebdo, donc c'est un podcast qui n'a d'hebdo que le nom, parce qu'on n'est pas très régulier dans la publication, mais néanmoins, on a réussi à faire un gros volume d'épisodes. Et vous voyez, c'est les derniers épisodes qu'on a publiés, donc c'est des sujets assez divers qui peuvent être du data engineering jusqu'à des sujets beaucoup plus typés IA. Et c'est aussi des interviews. On reçoit parfois des gens qui ont fait des projets, des gens qui vont venir nous parler de la technologie que fait leur société. Donc, si vous avez envie d'écouter un podcast francophone sur ces sujets-là, rejoignez-nous. Alors, en termes d'agenda, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à cette réflexion d'essayer de faire tourner des small language models sur mon poste, d'expliquer aussi pourquoi est-ce qu'une IA plus sobre est possible, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dépenser des fortunes, de cramer énormément de choses pour faire tourner. On regardera un petit peu ce qu'on peut faire avec ces small language models et comment est-ce qu'on peut les implémenter. Je vais vous faire quand même pas mal de démos, vous montrer pas mal de code pour que vous puissiez avoir un peu tous les outils pour faire ça. Vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps d'agentique, d'IA agentique, c'est-à-dire de quelle manière on augmente les LLM en leur donnant des capacités qui vous permettent de réaliser des tâches. On verra comment on peut aussi le faire sur le poste. Vous connaissez sûrement le RAG, qui est cette possibilité d'adosser vos LLM à des bases documentaires. Vous verrez que vous pouvez aussi très facilement le faire et aller creuser dans des documents qui sont par exemple la documentation d'un projet pour pouvoir répondre à des questions. Et puis je vous expliquerai aussi qu'il y a parfois des coups ça ne marche pas et qu'il y a parfois des coups il ne faut pas utiliser ces small language models sur votre poste parce que vous allez avoir des résultats très décevants. Alors c'est marrant parce que c'est la 3e année que je viens à Voxday présenter un talk et les 3 fois finalement à chaque fois c'est décentraliser et downsizer quelque chose qu'on fait ailleurs, puisque la première fois je suis venu parler il y a 2 ans de DuckDB et donc c'était comment est-ce qu'on descend le data warehouse qui tourne habituellement dans le cloud ou sur des serveurs sur son poste de travail. L'an dernier j'ai parlé d'Evidence qui est une solution de BI qui est une BI totalement serverless parce que c'est de la BI as code et ça tourne sur le poste de travail. Et là, je vais essayer de vous parler d'IA sur le poste de travail. Donc, je ne sais pas ce quoi j'aurai l'occasion de parler l'an prochain qui tournera aussi sur le poste de travail, mais ça serait marrant de continuer la suite. Alors, pourquoi j'en suis venu à me poser cette question de faire de l'IA autrement qu'en utilisant les service providers? C'est qu'en regardant les 215 épisodes qui sont à peu près tous d'1 heure de durée, je me suis dit, il y a beaucoup de matière là-dedans, et retrouver dans quel épisode on a parlé de quel sujet, refaire des synthèses des épisodes, c'était devenu totalement impossible en dehors de réécouter tout, et je me suis dit, avec des LLM, on doit pouvoir le faire. Mais là, je me suis heurté sur le fait d'envoyer 215 MP3 chez un provider pour scanner, pour les transcrire, ça allait être un enfer. Donc je me suis dit, il faut que je trouve d'autres solutions. Et c'est là que je me suis penché un petit peu sur ce qu'on pouvait faire avec ça. Et je me suis rendu compte que qu'il s'agisse de contenu textuel, qu'il s'agisse de contenu audio, il y a des super solutions. Et donc, vous voyez, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait de la transcription audio et comment ensuite on peut faire du résumé de texte là-dessus. C'est un peu le fil rouge qu'on va essayer de dérouler ensemble. Alors, il y a quand même un truc qui est en filigrane là-dedans, c'est aussi qu'on adore utiliser les LLM, on les utilise à foison, mais il y a quand même une capacité, on devrait pouvoir faire les choses de manière beaucoup plus sobre qu'on ne le fait aujourd'hui. Et donc, on va essayer de regarder parce que finalement, on n'a pas forcément besoin, comme je l'écris en bas de ce slide, d'un LLM de 175 milliards de paramètres pour générer une fonction Python. On peut le faire peut-être beaucoup plus simplement. Alors, évidemment, on ne va sûrement pas sur notre poste arriver au même niveau
de réflexion que peuvent apporter les Windsurf ou autres outils ou autres IDE qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Mais quand on regarde aujourd'hui GPT-4, Claude 4 Sonnet, Gemini, qui sont ultra puissants, mais vous avez une latence réseau, c'est-à-dire que quand vous faites des opérations sur ces LLM, ben, il y a un round trip en réseau qui est quand même pas négligeable. Le coût par token, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Claude Code, mais lui faire passer à la moulinette un projet énorme, quand vous regardez le nombre de dollars que ça coûte de le refaire travailler pour refactorer un projet ou créer des tests sur un projet, c'est quand même pas négligeable. Donc même si c'est toujours, on peut toujours mettre ça en ratio avec le temps qu'un développeur aurait mis pour faire ce travail, mais ça reste quand même quelque chose de non négligeable. Vous avez quand même, quand vous utilisez ces providers, une dépendance au cloud qui est quand même, d'un point de vue souveraineté, d'un point de vue de tout ce qu'on veut, quand même un vrai problème. Moi, j'ai des clients qui me disent « Ok, moi, je veux bien qu'on fasse de l'IA, mais il est hors de question d'envoyer les données chez des cloud providers extraterritoriaux. » Donc, évidemment, il y a quand même des offres chez des providers intra-européens où on peut faire tourner des LLM, mais bon, au final, est-ce que le faire soi-même, c'est pas quelque chose qui peut être assez intéressant? Et puis, tout ça, ce sont quand même aussi des architectures assez opaques, peu contrôlables. On ne sait pas dans quelle mesure les prompts qu'on envoie sont utilisés pour retrainer des modèles derrière. Enfin, tout ce genre de choses-là ne sont pas forcément très fines. Donc, c'est quand même plein de bonnes raisons de s'intéresser au sujet. Alors, les small language models, pourquoi est-ce qu'on peut les regarder? Déjà, vous allez voir, c'est très suffisant pour faire beaucoup de tâches autour de l'activité de développeur. Augmenter du code qu'on a déjà rédigé, faire de la doc, trouver des solutions par rapport à des choses. Ces SLM, ils fonctionnent localement, c'est-à-dire qu'en dehors du coup d'une machine peut-être un petit peu plus puissante qu'une machine de base, parce qu'il faut avoir un peu de GPU pour faire tourner ça, mais ça fonctionne localement et donc vous n'avez pas de coût additionnel. Vous avez un temps de réponse qui est quasi immédiat, même si c'est vrai que parfois l'inférence peut prendre un peu de temps, parce que le chargé des modèles qui font plusieurs gigas dans la mémoire de la machine peut prendre un peu de temps. Mais vous avez un temps de réponse immédiat, vous maîtrisez la stack de bout en bout. Et puis aussi, vous avez une infinité, quand on regarde par exemple le site Hugging Face, qui est le repository de tous les modèles qui ont été créés en open source, vous avez des modèles pour tout faire. Vous avez des modèles pour faire de la computer vision, vous avez des modèles pour faire de l'analyse de son, vous avez plein de choses qui sont disponibles. Et ça veut dire que vous avez vraisemblablement un modèle qui correspond aux besoins que vous avez besoin de couvrir. Alors pourquoi les SLM, on peut qualifier ça de puissance compacte? Un small language model, c'est un modèle qui va avoir 1 milliard à 13 milliards de paramètres à peu près. On va considérer ça parce que c'est effectivement, quand on parle de small language model, c'est un modèle qu'on a très fortement compacté et généralement qui est moins bon dans la capacité dite encyclopédique, c'est-à-dire d'être capable de vous répondre sur en quelle année s'est produit tel événement. Généralement, les small language models, on va leur enlever cette capacité encyclopédique, ou du moins on va la réduire, et on va se focuser plus sur la capacité sémantique, c'est-à-dire à analyser ce que vous allez demander pour créer une réponse. On verra après les méthodes d'ailleurs qui permettent de faire ce genre de choses-là. La taille de ces small language models, c'est facilement manipulable, puisque c'est des choses qui font autour un peu moins d'une dizaine de gigas généralement. Donc ça permet quand même de les loader dans de la mémoire de machines modernes qui ont une mémoire quand même généralement de 16 à 32 gigas. Et donc, on va trouver plein de modèles qui sont souvent des déclinaisons de modèles beaucoup plus importants et qui sont très dédiés à ça. Vous avez sûrement entendu parler de DeepSeek R1, qui est un modèle qui est très compact, qui permet de faire plein de choses. Et donc, chacun des grands modèles qu'on connaît a sa déclinaison. On va voir comment est-ce qu'on y parvient. Comment on fait pour réduire la taille d'un LLM? Pour réduire la taille d'un LLM, le sujet, il est assez simple. Il y a deux méthodes. Il y a la distillation, c'est de dire, vous avez traîné un très gros modèle, donc qui va être avec des dizaines, centaines de milliards de paramètres, et vous allez entraîner à côté de ce gros modèle un petit modèle qui va profiter du savoir, qui va se profiter des poids du gros modèle et qui va se les intégrer. Et donc, quand vous faites ça, vous avez donc un modèle beaucoup moins volumineux, donc moins coûteux en inférence, parce que vous êtes capable de le charger sur une machine beaucoup plus réduite. Et généralement, on a une dégradation de performance, mais qui est assez faible. Si on prend l'exemple de BERT, qui est un modèle de sémantique, le modèle DistillBERT, qui est la version distillée de BERT, est plus de la moitié plus léger, et pourtant garde 97% des performances de son modèle d'origine. Donc ça veut dire que même en distillation, on peut avoir des choses beaucoup plus portables et avoir des choses qui, par contre, conservent un bon niveau de performance. Et puis la deuxième façon de faire, c'est la quantisation.
Je ne sais pas si vous avez vu, parfois quand vous essayez d'aller télécharger un modèle, vous avez des Q8, Q16 ou des choses comme ça au bout du nom du modèle, comme on le voit en bas à droite. Et bien ça, cette quantisation permet de réduire la précision du modèle. Donc évidemment, on va perdre en performance. C'est-à-dire qu'au lieu que les poids soient codés sur des entiers de 32 bits, ils sont codés sur des valeurs numériques de 16, 8 ou 4 bits éventuellement. Alors avec 4 bits, c'est super petit, mais on perd vraiment en précision, donc ça peut commencer à être un petit peu plus compliqué d'avoir des bons résultats. Et donc vous voyez en bas, c'est un extrait justement de ce qu'on peut trouver sur Hugging Face, le DevStral, qui est la version dev, spécifique dev de Mistral. Le modèle d'origine fait 47 Go, donc c'est hors de portée de le faire tourner sur un laptop, hein, ça on va être très clair là-dessus, sauf si vous avez une machine avec 128 Go de mémoire, bien sûr, mais à un moment donné, vous n'arriverez pas à le faire tourner sur votre laptop, alors que les versions quantisées, Q8, vous voyez, en Q8, c'est-à-dire vous êtes déjà à 25, vous avez réduit de moitié la taille du modèle, et quand vous passez à Q4, vous n'êtes plus qu'à 14 Go pour cette taille de modèle. Donc c'est vraiment avec ces deux méthodes, la distillation et la quantisation, vous allez pouvoir avoir des modèles qui vont devenir vraiment de taille très raisonnable et être capables d'être embarqués sur vos machines. Alors, pour faire tourner sur le laptop, le meilleur outil qui soit, et qui est d'ailleurs une fondation de tout ce qu'on va trouver sur le marché, c'est LlamaCpp. C'est une recompilation d'un framework d'exécution de modèles en C++. Donc c'est sans dépendance, c'est multiplateforme, ça tourne sur plein de plateformes, ça utilise très bien le hardware de chacune, et c'est optimisé pour le hardware de chacune des plateformes. Typiquement sur Mac, on va vraiment utiliser à plein la GPU, alors que sur d'autres capacités d'exécution plus traditionnelles qui seraient à base de librairie Python, on va plutôt avoir du mal à vraiment utiliser bien la GPU. LlamaCpp, il est capable de lire tous les modèles quantisés au format GGUF. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire de ce point de vue-là. À partir de 8 à 16 Go de mémoire, vous pouvez commencer à utiliser LlamaCpp. En dessous, c'est vraiment impossible de le faire. Moi, sur ma machine, j'ai 32 Go de mémoire et ça fonctionne correctement. Et vous avez quand même des latences super intéressantes quand vous utilisez LlamaCpp, puisque vous êtes en dessous de 200 millisecondes par token, donc vous commencez à avoir un temps de réponse qui est quand même agréable. Et ce LlamaCpp, vous avez peut-être entendu parler de Ollama, vous avez peut-être entendu parler de LM Studio, vous avez entendu parler de tout ça, c'est la fondation de tous ces outils, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce bout de code-là pour pouvoir se construire. Et je vous propose qu'on arrête les slides et qu'on regarde comment est-ce qu'on utilise LlamaCpp. Donc l'installation, c'est super simple, hein. Si vous êtes sur Mac, vous faites un brew install LlamaCpp, vous le récupérez, ou depuis le GitHub, vous allez pouvoir récupérer tout ça. Vous avez la possibilité d'aller récupérer sur Hugging Face le modèle qui vous intéresse. Vous allez l'utiliser et après, vous lancez cette simple ligne de commande ici et vous allez pouvoir commencer à avoir un chat dans votre terminal pour pouvoir travailler avec. Voire même, vous pouvez lancer un serveur, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'appelle Llama Server, dans lequel cas le modèle est chargé en mémoire et vous vous retrouvez avec un serveur que vous pouvez interroger au travers d'une API pour pouvoir construire quelque chose, un scénario autour de cette API. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, roulement de tambour. Allons-y. Est-ce que je pense qu'il serait pas mal que je grossisse un peu ça. Alors... on va faire un -m. Slash underscore models slash me. Et donc, ici en ligne de commande, vous y aller, ou vous mettez un prompt ou vous n'en mettez pas. Mais si vous mettez un prompt, vous pouvez par exemple lui dire rédige-moi un Hello World en Python. Moi, je fais basique. Hein. En Python. Et donc, ce qu'il fait là, c'est qu'il commence à charger le modèle. Donc, si on regarde un petit peu l'utilisation, on voit qu'ici, on a la GPU qui a monté. Alors, peut-être que c'est déjà terminé. Ouais, vous voyez, donc il a déjà fait sa réponse. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et typiquement, si on veut faire quelque chose de beaucoup plus important, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, là où la GPU est inutilisée dans 80% du temps,
eh bien, on va se retrouver avec une GPU qui va monter. On le verra tout à l'heure dans un truc un peu plus ambitieux, qui est notre histoire de transcript. Et donc, si derrière, on fait un lama serveur -m, alors j'y viens. Hop. CTRL-C. Lama -serveur -m, et on lui donne toujours le même modèle, qui est ce modèle Mistral. Donc c'est un Mistral 7B qui était quantifié en 4 sur 4 bits pour pouvoir avoir quelque chose de très léger. Donc avec le petit risque de perte de performance. Si je lance ça, je me retrouve ici avec donc un endpoint d'API sur lequel je vais pouvoir aller envoyer. Alors voilà, j'avais... Est-ce que je pense que vous ne voyez pas super bien? Vous voyez là? C'est bon? Donc, je vais appeler l'endpoint V1 chat completion ici. Je vais lui passer un classique. On est dans les API. Si vous avez déjà manipulé les API d'OpenAI ou autres, hein, vous retrouvez classiquement les mêmes façons d'organiser les choses. Et vous envoyez ça. Et donc là, le serveur HTTP est en train de... Il a récupéré le prompt et il est en train de triturer ça. Et on voit, ben normalement, il a déjà fini. Non. Ah non. Est-ce qu'il aurait fini ou pas? Je ne sais pas si, en fait, comme je n'avais pas clearé le truc, ces atomes, c'est... Mais bon, voilà. Donc, vous voyez le principe. On se retrouve avec une capacité déjà montée, finalement. Si vous avez une application, vous voulez lui mettre derrière elle un LLM pour répondre à des choses un peu particulières, on n'a pas passé longtemps. En quelques minutes, vous avez pu monter le truc pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est entre guillemets c'est bon, ça. Pitié. Non. Bon. Qui a dit que ça se passerait bien? Évidemment, je ne sais plus mon mot de passe, moi. C'est toujours marrant, ça. Je ne l'avais pas imaginé, celle-là, tu vois. Soyez... Je le change après, rassurez-vous. Déconnez pas. Putain, en plus, c'est pas le bon. Ah, quelle horreur. Ah, purée. Et j'en parlais avec quelqu'un, je disais, ce serait peut-être pas mal que j'ai les slides offline. Bon. Ah, ça me casse les pieds, là. Putain, je l'ai plus. Non, mais c'est pas possible, ça. Pourquoi j'ai été déconnecté de ce compte? Je me décroche. 2 secondes, hein, j'arrive. Normalement, il y a quelqu'un qui fait des claquettes à côté pendant ce temps-là. Pourquoi c'est pas bon? Putain, c'est pas possible, ça. Bon. Voilà. On est de retour. Alors, une des deuxièmes options qu'on a si on veut faire ça sur le poste de travail, c'est un framework qui s'appelle Ollama, donc qui est une extension de Llama CPP qu'on vient de voir juste avant. Et donc, Ollama, ça vous permet d'accéder à une grande librairie de modèles. Si on va sur ollama.com, vous avez ici une grosse capacité donc à aller faire des recherches et dire bon alors je veux Devstral, est-ce que tu l'as, et hop. Et là, quand on a Ollama d'installer sur son poste, on va le regarder tout de suite. Si je fais Ollama,
je peux faire un Ollama run d'un modèle et il va le télécharger quand je vais télécharger ça et je me retrouve avec un prompt interactif sur ma machine. Donc c'est juste une surcouche à ce qu'on a vu juste avant. On a un accès moins bas niveau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler les 12 000 switches qui permettent de régler le nombre de tokens, la température, tout ce genre de choses-là. On a quelque chose de beaucoup plus basique, mais de beaucoup plus facile à utiliser et qui vous permet d'avoir une vraie capacité à être actif super rapidement avec ça. Et même avec Ollama, vous avez la possibilité d'avoir un service web où, pareillement, vous allez pouvoir travailler avec une API. Alors, Ollama vient aussi avec une capacité qui est de lui adosser une UI web qui va vous permettre d'avoir un chat un peu comme celui que vous avez dans l'interface web de ChatGPT, et de pouvoir choisir quel modèle vous utilisez, quels sont les modèles que vous voulez mettre dans le chat, et donc de pouvoir jongler sur plusieurs modèles en même temps. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas mal de ce point de vue-là. Et vous avez donc la possibilité, c'est très proche finalement au Llama pour ceux qui utilisent Docker, j'imagine que vous êtes nombreux à utiliser Docker, vous avez quelque chose de très proche puisque vous êtes capable donc de faire un Ollama pool pour récupérer un nouveau modèle, le rajouter dans votre repository de modèles local, et donc derrière de pouvoir utiliser ça. Et donc si j'ai bien le Ollama 3.1, hop, si je fais ça, donc il load le modèle sur la machine, et donc, je peux lui dire, parle-moi de Voxed Days Luxembourg. Par exemple, donc, on retrouve les mêmes choses. Voilà, tac. Et donc, on se retrouve avec la même capacité qui tourne exclusivement sur la machine. C'est-à-dire que là, on ne fait pas du tout appel. Je ne vais pas prendre le risque de refaire un truc foireux, donc je ne vais pas débrancher le réseau. Mais on pourrait presque faire les choses en étant totalement offline de ce point de vue-là. Donc ça, c'est Ollama. Je ne vais pas vous montrer la UI web de Ollama, mais vous voyez, là aussi, à nouveau, c'est super rapide pour être actif sur ce sujet-là. Et la troisième option que je vais vous montrer pour travailler sur votre poste de travail et pouvoir faire tourner des LLM, c'est celle qui finalement vous permet d'avoir une expérience la plus riche. Je regarde le temps quand même, c'est le fait d'utiliser un produit qui s'appelle LM Studio. Et LM Studio, c'est quelque chose où là, à nouveau, vous avez une expérience toute intégrée. Alors, vous pouvez choisir d'être avec une expérience hyper simple, c'est-à-dire pour un end-user où c'est pas très compliqué, ou avoir quelque chose de beaucoup plus riche où vous allez chercher, vous pouvez dire, alors attention, je voudrais rechercher dans ta base les modèles que tu as disponibles, et là, vous les téléchargez. Donc, depuis cet LM Studio, vous allez pouvoir récupérer des choses, et là, vous vous retrouvez avec un vrai quasi IDE de modèles, et à nouveau, puisqu'ils ciblent quand même des populations de développeurs, ces outils, vous avez la possibilité d'avoir un endpoint et de faire comme on a fait tout à l'heure avec Llama CPP Serve, de pouvoir interagir avec le modèle que vous avez là. Donc là, pour que ce soit un peu marrant, j'ai mis un modèle un peu différent. Et là aussi, vous vous trouvez avec quelque chose qui va être capable d'exploiter les ressources de votre machine et de faire tourner un modèle local et de vous apporter des réponses. Donc, troisième option que l'on a sur le sujet. Alors, souvenez-vous, tout à l'heure, dans l'intro, je vous disais, moi, mon cas d'usage que je veux développer, c'est avoir la capacité à aussi faire de la transcription de son. Parce que finalement, envoyer des fichiers son d'une centaine de mégas en pagaille chez des providers, ou alors extraire de vidéos YouTube la bande son pour faire un résumé de vidéo YouTube, c'est un truc qui va être hyper chronophage et je voudrais bien le faire sur ma machine. Et donc, c'est la phase suivante, c'est d'utiliser Whisper CPP. Alors, Whisper CPP, c'est l'équivalent de Llama CPP pour le modèle Whisper, qui est un modèle qui a été open sourcé par OpenAI. Et Whisper, c'est le modèle un peu référence pour faire du speech to text. Et donc, là aussi, vous allez retrouver d'énormes similitudes avec ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire que vous l'installez, vous le récupérez par les package managers de vos différents OS ou en allant sur le GitHub. Vous téléchargez un modèle. Donc là, typiquement, le GGML large, qui est un modèle multilangue, c'est-à-dire que je peux passer dedans de l'anglais comme du français, comme du néerlandais, comme plein de langues différentes. Ce truc-là, il fait 3,5 gigas ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas très gros finalement. Et ensuite, vous pouvez faire du Whisper CPP. Vous précisez le langage que vous voulez. Vous lui mettez dedans le fichier MP3 que vous voulez faire passer au crible et ça va bien se passer. Je suis méfiant maintenant quand même.
Si je fais donc Whisper CPP ici et je dis bon et je lui passe justement un épisode de podcast, vous voyez. Alors il faut lui préciser la langue parce que si vous précisez pas la langue, ce qui peut se passer c'est que il détecte dans les premiers mots une langue qui est pas la langue du contenu en question et après là c'est le flou artistique là, c'est la fête quoi. Donc ouais, donc là je prends un épisode de podcast et donc évidemment faut booter le modèle, faut le charger en mémoire, ce modèle qui fait, comme je disais, 3 gigas et demi. Mais une fois que c'est chargé, la transcription va démarrer. Allez. Alors, on va vérifier qu'il se passe bien quelque chose. Donc là, il commence à se passer quelque chose. On voit que la GPU commence à être sollicitée. Donc, c'est qu'on va commencer à avoir quelque chose. Donc là, on a les messages techniques, entre guillemets, du modèle, où on récupère la configuration, on récupère effectivement ce qu'il a évalué. Non, je suis en train de me tromper Je me suis trompé de ligne de commande, en fait. Ah, merci. Voilà, et ben voilà, oui, effectivement. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure, maintenant, au fur et à mesure qu'il lit le fichier MP3, qu'il soumet le contenu du fichier MP3 au moteur, il récupère des tokens, et il récupère en output des tokens. Vous avez la transcription qui se fait, je ne vais pas dire en quasi temps réel, mais je pense qu'on est à peu près au rythme auquel la parole se fait. Et donc, c'était assez amusant, parce que d'un truc qui était un peu un side project pour moi, finalement, j'ai à un moment donné un client qui m'a appelé, qui m'a dit on a des événements sur lesquels on a un speaker qui parle, qui commente ce qui se passe sur des événements sportifs, et on voudrait bien, en temps quasi réel, c'est-à-dire avec un lag inférieur à 30 secondes à 1 minute, pouvoir faire un fil textuel de ce que le speaker raconte. Ah, je dis ouais. Et là, donc, je dis, bon, écoute, c'est assez simple, on va récupérer votre flux audio, on va le chunker par morceaux de 10 secondes, en considérant que dans la réalité, vous nous enverrez toutes les 10 secondes un bout de fichier Wave. Et puis on s'est rendu compte par contre que le temps de boot du modèle, il était absolument insupportable, qu'on ne pouvait pas faire ça, donc il fallait trouver une autre solution. Et bien la solution, elle existe, parce que vous pouvez, sur cette base-là, faire Whisper Server, c'est bien fait, voilà. Vous faites un Whisper Server au même titre que ce qu'on a fait tout à l'heure avec Llama CPP, finalement vous avez le pendant avec Whisper, où vous allez booter cette commande, il va charger le modèle et ensuite vous avez un endpoint d'API dans lequel vous soumettez vos fichiers. Mais en fait, la réponse, elle démarre qu'au moment où l'analyse des tokens qui sont à l'intérieur du fichier Wave se fait. Donc vous n'avez plus le temps de boot du modèle initial. Donc vous voyez, toute cette phase-là, elle se fait une fois et ensuite on va pouvoir soumettre des bribes de fichiers au fur et à mesure. Et donc ça veut dire qu'on a un lag de 2-3 secondes par rapport au moment où on soumet pour avoir le token en retour. Et donc ça, c'est quand même super bien. Donc ça vous permet effectivement aussi de vous dire, bah, finalement, si je suis capable dans une réunion en ligne de récupérer le flux audio au fur et à mesure, de bypasser le flux audio et de le récupérer, je suis capable de faire de la transcription en temps réel de ma réunion en ligne. Donc c'est quand même... On se retrouve avec des solutions quand même un peu assez riches de ce point de vue-là. Alors, ce que je voulais vous montrer après, c'est de dire, à un moment donné, on a la possibilité de faire du LLM classique, c'est ce qu'on vient de faire, mais vous avez bien entendu ces derniers temps qu'on essaie souvent de faire des choses avec des agents. Et ces agents, c'est réellement, comment dire, c'est la possibilité d'ajouter des fonctions supplémentaires au LLM que vous avez. Le LLM, vous lui envoyez du texte et il vous répond avec du texte. Il vous répond du texte qu'il base sur ce qu'il est capable de faire dans son modèle à lui-même. C'est-à-dire que, évidemment, certains LLM modernes qu'on va trouver chez les providers sont capables de faire des appels web pour récupérer du contenu sur le web, mais ça, c'est relativement récent. Mais si vous voulez, par exemple, prenons notre cas de développeur, aller faire la comparaison entre deux sur un diff de code et pouvoir créer le texte de la pull request, exemple simple. Vous récupérez le diff du Git sur un fichier et puis vous voulez faire la pull request qui va avec.
Et, ben, et après la soumettre, il va falloir que vous ayez un peu d'outillage local, il va falloir que vous ajoutiez des outils. Alors quand on utilise par exemple Claude, est-ce qu'il y en a qui utilisent Claude aujourd'hui dans la salle comme LLM et qui ont joué un petit peu avec les MCP pour rajouter des outils supplémentaires? Bon, je vois quelques mains qui se lèvent. C'est quand même un truc qui va vous permettre de faire que votre LLM que vous utilisez en utilisant un LLM tierce partie va avoir beaucoup plus de fonctionnalités et va être capable de faire beaucoup plus de choses. La petite phrase que je dis parfois, c'est le LLM cause, il dialogue, l'agent, lui, va agir. Et un agent va permettre d'avoir un enchaînement structuré de tâches, c'est-à-dire que l'agent, on va lui donner des fonctionnalités qui vont s'accrocher dessus, et typiquement par l'équivalent de la docstring que vous allez mettre dans votre code sur la fonction, le LLM va être capable d'interpréter ce que cette fonction supplémentaire est capable de faire. Et c'est là où la magie intervient, c'est-à-dire que si vous êtes une fonction, j'ai fait 2 exemples super simples, hein. J'ai moqué une fonction qui est getWeather, qui récupère le temps pour une série de villes et qui est capable de renvoyer une information qui est le temps, qui normalement ferait un appel d'API, mais là, pour que ce soit plus simple, je l'ai fait avec une fonction un peu hard-codée, et j'ai fait une fonction qui multiplie. Et quand on demande au LLM « multiplie-moi 2 chiffres », il va être capable de choisir quelles fonctions du panel de fonctions qui lui sont mises à disposition, utiliser pour faire ça. C'est comme ça que fonctionnent les agents, c'est comme ça que fonctionnent les tools, et c'est ce genre de choses qu'ils sont capables de faire. Ils ont la capacité à avoir une mémoire, c'est LLM avec des agents, et de construire un plan pour raisonner. L'architecture qu'on va pouvoir faire de manière agentique en local, c'est de dire finalement avec une librairie qui s'appelle LightLLM. Alors c'est très orienté Python, je pense qu'il y a des implémentations dans plein d'autres langages, mais moi je me suis limité à Python pour faire ça. Et on est capable de faire aussi des scénarios où est-ce que mon LLM en local il est capable de trouver la réponse, ou est-ce qu'il va avoir besoin d'aller chercher sur le cloud pour faire quelque chose. On pourrait faire plein de choses. On pourrait faire la construction de requêtes SQL. Et voilà un petit peu l'exemple que je vais vous détailler avec 2-3 cas de figure d'implémentation. C'est de dire, bon, voilà, on a un chat avec un LLM, on va lui poser une question. Le LLM, il va déterminer avec quel outil il peut répondre à cette question. Et il va faire appel à la fonction qui est dans son panel. Et donc, nous y voilà. Alors, UV run. Alors, je vais peut-être aller vous montrer d'abord le code. Ça sera peut-être quand même plus simple. Alors, c'est lequel celui-là? Oui, c'est celui-là. Alors, ce code, ça c'est RAG, c'est pas celui-là qui nous intéresse. On va prendre le LightLLM agent. Typiquement, je vous disais tout à l'heure, effectivement, la possibilité, vous voyez, le truc, il est super simple, hein, c'est-à-dire qu'avec une librairie comme LightLLM, on va d'abord le faire tourner, ce truc, avec le fait d'aller chercher le modèle d'OpenAI, donc il va s'adresser à OpenAI en ligne pour pouvoir travailler. Je ne sais pas si, par contre, je risque d'avoir un truc, c'est que j'ai pas ma clé dans mon environnement, donc vous me croyez que c'est la même chose. Mais si je mettais la librairie OpenAI, j'utiliserais le même code pour aller chercher ça que si j'utilise mon modèle local qui est Ollama Mistral, qui est le Mistral qui est embarqué dans mon Ollama. Ah ben oui, c'est ça. Ben voilà. Ben voilà. Voilà. Je savais bien que j'avais quelque chose. On va le faire comme ça. Ça va être super simple. Une autre, vous en mettez pas à la copier, hein. La clé, je la brûle tout à l'heure. Hein. Non, mais... hop, on va exécuter ça. Donc, comment ça? Ah, j'ai évidemment renommé tout ça. Attendez, une seconde, j'arrive. L'intérêt de cette histoire, c'est à plein d'égards, vous allez pouvoir à un moment donné
Vous allez pouvoir faire le truc suivant aussi, c'est développer sur votre poste. Et puis quand vous voulez passer en production, utiliser une API externe, vous allez pouvoir basculer et changer de provider, qui soit par exemple un provider sur le cloud ou autre, ou inversement. C'est-à-dire que nous, on voit aussi des clients qui nous disent on a un problème de confidentialité, on démarre, on fait le proto avec les API OpenAI pour se faire une baseline de performance, et ensuite on rapatrie les choses sur un modèle en exécution locale, puisque à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on sait comparer et puis on va tweaker un petit peu les prompts pour essayer de rejoindre le même niveau de performance que le niveau de performance de référence qui était celui du cloud provider, quoi. Donc, vous voyez, donc voilà, typiquement le genre de choses où, effectivement, si je veux utiliser un modèle local pour faire le truc le plus pénible qui soit, qui est de prendre le code qu'on vient de committer et de construire le message de commit, finalement, c'est assez facile. Si on regarde un petit peu plus en avant notre code, on va pouvoir aller regarder comment est-ce qu'avec l'ITLLM, on va justement faire un agent. Ça, c'était à titre d'exemple. Donc, quand on configure un agent, ce qui se passe, c'est qu'on lui dit, ouais, dans tes tools, finalement, tu as cette fonction. La fonction, son nom, c'est getWeather. Et la description de cette fonction, ben, c'est obtenir des conditions météorologiques actuelles pour une ville. Okay. Et quand on lui passe en properties le nom de la ville qui va être passé en argument. Donc en fait, il y a vraiment un petit DSL là qui permet de décrire. On a une autre fonction qui calcule la différence de température. Enfin voilà, toute une série de fonctions comme ça. Et donc, on va pouvoir derrière dire, bon ben voilà, pour faire ça, je vais... alors là, c'est toute la configuration, mais je vais venir uniquement à la partie prompt en sortie qui est à la fin. Ça fait des kilomètres. Et cette partie ici, prompt, on lui dit, bon voilà, on va construire un agent local, ok, et derrière, on lui demande s'il fonctionne, et derrière, on fait ici, voilà, j'ai fait juste comme exemple ici, compare la température entre Paris et Londres, pour qu'il puisse faire 2 appels, en fait, et finalement, pour comparer la température à Londres, lui, il va commencer à se construire un plan de réflexion, et il va dire, ok, je vais d'abord aller chercher la température de Paris, je vais ensuite aller chercher la température de Londres, et ensuite, je vais invoquer la fonction qui permet de faire la comparaison de 2 températures. Donc, c'est vraiment le plan. On se retrouve vraiment dans cette situation d'agent où il y a un plan de réflexion qui est construit par le LLM et qui ensuite invoque les bonnes fonctions pour pouvoir faire les choses. Et donc, c'était démo 3.1. UVRun, démo 3.1. Et donc là, il y a toute une... Donc là, il compare la température entre Paris et Londres. Donc c'est l'itération 1. Donc il fait une certaine... Donc il a commencé par exécuter getWeather City Paris, getWeather avec City Londres, et ensuite il fait la différence de température entre les 2 températures qu'il a récupérées lors des deux appels précédents. Donc vraiment, là, vous commencez à vous rendre compte que quand on rentre dans cette notion d'agent, on va faire appel au LLM non seulement pour synthétiser un résultat ou quelque chose comme ça, mais aussi pour commencer à construire un plan qui va être et une orchestration de différentes fonctions. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui, de manière impérative, dites bah, j'appelle cette fonction, et ensuite j'appelle ça. Donc là, c'est vraiment le LLM qui va construire le code, entre guillemets, qui va être appelé à l'intérieur de ces choses-là, et c'est lui qui va composer avec les différentes fonctions qu'on lui a mis à disposition. Donc ça, c'est une première librairie qui fait ça, vous l'avez vu dans le code, est un petit peu compliquée, un petit peu longue, un petit peu longuette, alors qu'il y en a une autre qui existe, qui est à nouveau quelque chose qui vient de Llama, donc Llama, c'est le modèle, où là, vous allez définir de manière plus simple 2 fonctions, vous mettez dans la docstring de la fonction ce qu'elle fait, et derrière, quand vous configurez votre function agent ici, vous lui dites, dans tes tools, vous passez la liste des fonctions, et lui, il va aller inférer directement pour documenter chacune des fonctions et comprendre ce que chacune des fonctions fait. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique à utiliser. Alors, la solution précédente, elle a quand même plein d'avantages. C'est qu'elle permet d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus fine. À nouveau, c'est ce genre de choses-là, c'est le genre de trade-off qu'on est habitué à avoir. Mais là, effectivement, vous avez la possibilité ensuite d'appeler un modèle ici et donc de faire la chose suivante, c'est de dire la température. Alors, température, vous connaissez le principe. Si vous mettez 0,
C'est strictement la réalité. Si vous mettez 1, là, ça devient farfelu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous dire qu'il y a 250 degrés de différence de température entre deux villes. Lui, ça ne le dérangera pas du tout. Et il sera assez à l'aise de ce point de vue-là. Donc, c'est lequel? C'est le 3-3. Le 3-3. Ouais, c'est 3-3. Hop, 3-3. Et donc là, à nouveau, on va avoir quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que là, je lui fais deux interrogations. Je lui pose une première question, c'est de calculer le résultat de cette multiplication-là. Donc là, vous l'avez compris, il va appeler la fonction multiply pour faire ce travail-là. Et donc, dans le deuxième dialogue ici, je lui dis quel est le temps qu'il fait à Paris. Et là, il va appeler la fonction pour avoir le get weather. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on lui pose comme question, il va s'adapter, il va aller créer le bon niveau de réflexion. Et donc, je vais revenir à la base. Et donc, le RAG local, vous connaissez je vais peut-être rappeler juste très brièvement le principe du RAG, c'est de dire, là où vous écrivez aujourd'hui dans un prompt, le RAG il va être en mesure d'aller chercher dans une base documentaire à côté les bouts de cette base documentaire qui sont intéressants pour répondre à la question que vous posez dans votre prompt. Et donc, au lieu de rapporter des documents complets, il récupère juste les chunks qui sont nécessaires et qui, sémantiquement, sont avec une relation avec le thème que vous voulez aborder dans votre prompt. Et donc ça, généralement, on le fait sur des services en ligne dans lesquels on envoie d'abord des documents qui sont chunkés, mis dans une base vectorielle, et ensuite, ces chunks sont récupérés à la volée quand on a besoin de répondre. Voilà, vous pouvez le faire sur votre poste de travail, puisque ce que vous êtes capable de faire, c'est de dire, avec les outils qu'on vient de voir, aussi de constituer un RAG, c'est-à-dire qu'on va lui passer un markdown qui est assez volumineux. Je vais revenir à mon éditeur de code. On a ici un markdown. Non, c'est pas Sandbox. C'est dans Data. Ici, j'ai une série de markdown qui sont issus d'une documentation d'un projet qu'on a fait. Et je vais lui poser simplement la question, dis-moi ce que ce projet fait. Voilà, on va faire assez simple comme question. Et ça va permettre d'aller récupérer, de voir qu'il est capable d'indexer ces documents et de creuser dedans assez facilement. Donc, et le code, à nouveau, il est quand même pas sorcier, puisque, à nouveau, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, là, on fait un peu plus de choses. On a un modèle d'embedding, c'est-à-dire qu'on va concasser les documents en question pour créer des petits morceaux de vecteurs de texte qui vont permettre de récupérer ça, de récupérer juste ce dont on a besoin pour le réinjecter dans le prompt. Et ensuite, on a un modèle qui est chargé. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On va dire, voilà, je vais aller lire avec ce Simple Directory Reader ce qu'il y a dans les docs ici. Je vais les indexer dans un vector store qui lui est en mémoire, mais on pourrait le sérialiser sur le disque, bien sûr. Et ensuite, j'ai une fonction ici pour faire de la recherche de documents à l'intérieur. Et donc, derrière, je vais lui dire, voilà, dans cet agent, exécute ça. Je vais lui dire, explique-moi ce que le Recent STG Project fait. On va faire assez simple. Je suis désolé, c'est des exemples un petit peu basiques, mais et donc cette histoire, qu'est-ce qu'elle fait? Donc évidemment, là il se passe un peu de temps puisque il commence par lire les documents un par un pour en faire quelque chose. Donc vous voyez, il sollicite un petit peu la GPU. Et puis, une fois qu'il aura fait ça, il va être en mesure de... Non, c'est pas ça. C'est où? C'est là. Ouais. Ah, c'est le UV, merci. Trop de fenêtres. Et voilà. Et donc, vous voyez, là, et pour avoir fait le projet, c'est assez réaliste, ce qu'il dit comme réponse. Voilà, donc il dit, voilà, c'est un projet qui est un projet de migration de warehouse, et donc il a retrouvé le nombre de stored proc qu'il y avait dedans, il a retrouvé toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, et là, il a exploité toute une base documentaire pour pouvoir apporter une réponse. Voilà. Je vais en terminer pour vous dire
qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que c'est toujours marrant, les choses qui ne... Ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai dit en intro, c'est qu'il n'y a pas de connaissance encyclopédique. C'est-à-dire que si vous lui demandez qu'est-ce que Napoléon a mangé le dernier jour avant de mourir, il ne saura pas vous répondre, quoi. Ce n'est pas son truc. Hein. Il ne connaît pas ce genre de choses-là. Si vous n'êtes pas super rigoureux dans les prompts et si vous n'avez pas un peu crafté vos prompts, c'est foutu. Il va dériver, il va être à côté de la plaque. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que si vous avez une langue un petit peu rare que vous voulez utiliser, ça ne va pas marcher comme il faut. On va vraiment avoir du mal à avoir des réponses. Donc, typiquement, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Light LLM qui est capable de causer à différents LLM et d'avoir un fallback vers le cloud, c'est peut-être une des solutions de dire de manière prioritaire, j'utilise le LLM sur mon poste et puis de temps en temps, je fais appel à une API extérieure pour pouvoir résoudre le problème sur lequel il n'y a pas eu une réponse satisfaisante, quoi. Parce que c'est peut-être ça qu'il faut faire, quoi. En tout cas, moi, j'ai commencé à scratcher la surface du sujet et je me dis qu'il y a un truc infini à faire puisque effectivement, de toute façon, dans 15 jours, la moitié de ce qu'on s'est dit là sera dépassé par quelque chose de nouveau, puisque tous les 15 jours, on remet à plat le sujet sur ces histoires de LLM. Donc c'est bien là où est le problème. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que quand vous répondez à un CFP au mois de mars pour une conférence qui a lieu au mois de juin, finalement, le sujet que vous mettez dans le CFP, vous avez quand même un risque qu'il soit totalement dépassé par l'état de l'art quelques mois après. Merci. Allez-y, il n'y a pas de mauvaise question. Ouais. Est-ce qu'il y a des différences entre utiliser la même... Est-ce qu'il y a une différence utiliser la même source en SLM ou en LLM? Est-ce qu'il y a des préprompts qui ne sont pas présents ou des vérifications de réponses qui ne sont pas présentes ou est-ce qu'on a un contenu qui est extrêmement similaire? Mais tu as toujours ce sujet qui sont, comme ils ont été quantifiés et distillés pour être moins précis, ils sont un peu moins précis. Donc tu as aussi des risques de garde-fous notamment qui sont mis dans les gros modèles qui ne vont pas être présents dans la SLM. Et la réponse, elle est un peu plus approximative. Ça, c'est un vrai risque qu'il y a à utiliser des SLM, c'est que on a un niveau de précision, comme on est passé de 32 bits, qui est le standard pour construire les modèles, à 8, voire 4 bits. Il y a un niveau d'approximation de la réponse qui est beaucoup plus important. Ça, c'est certain. Et des fois, quand on utilise le chat GPT, il va commencer à faire la réponse et à un moment, il va s'arrêter et annuler sa réponse pour dire ça, du coup, on l'a quand même ou on l'a pas en SLM? Alors, souvent, quand on fait avec les SLM, déjà, on ne va pas forcément avoir les mêmes capacités de streaming de la réponse. Donc, c'est généralement la réponse à la fin qu'on récupère, même si on pourrait les lire en streaming. Comme je disais, on a quand même moins de garde-fous. Les niveaux de réflexion des modèles est quand même moindre. Parce que là, c'est parce qu'il est capable c'est dans les dernières itérations, dans les 4O et autres, là où il est capable d'avoir une réflexion. Enfin, je mets des gros guillemets quand je parle de réflexion. Hein. Il est capable d'avoir un plan et de se rendre compte que son plan il est faux et de revenir dessus. Là, c'est effectivement des choses où les LLM sont encore un petit peu devant. Ouais, c'est évident. Ouais. Merci. Par rapport au Whisper que vous avez utilisé, Ouais. est-ce que c'est possible de distinguer les interlocuteurs dans un stream? Alors, que je ne dise pas de bêtises, on ne peut pas le faire. En fait, là, j'ai juste mis la version textuelle de ce qui sort, mais l'output, si on le demande dans JSON, on a vraiment chaque phrase avec le timestamp, avec des choses comme ça. Et quand on met un certain paramètre dans Whisper, on n'a pas la traduction de l'ensemble, mais on a l'identification des différents interlocuteurs. Et il faut refaire un travail derrière de remerger les deux flux pour remettre l'interlocuteur sur chaque mot qui est prononcé. C'est un peu pénible. Voilà. Et il y a une API il y a un provider français qui s'appelle Gladia qui fait très bien ça. Et eux, ils arrivent à faire... Ils sont basés sur Whisper et ils arrivent à sortir effectivement l'identification des interlocuteurs dans le flux de leur API. C'est une des solutions que j'avais regardées pour traduire mes épisodes de podcast, mais envoyer les
250, 300 heures de podcast dans le flux étaient hors de portée, quoi. Vous pouvez me retrouver plus tard cet après-midi ou en fin de journée, là, si vous avez des questions, je serai encore là. Merci.